Bonjour à toutes et à tous, Dobro dnia, Jona Podkivanok, Dzień dobry, dobry den, dober dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton, ça c'est en espéranto. C'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine. Anna n'est pas là, vous la retrouverez la semaine prochaine, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pour m'accompagner aujourd'hui, Maya Amelal. Bonjour Maya, bonjour à toute l'équipe d'ailleurs. Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est la 51e émission de Bienvenue à l'Est. À la réalisation, on trouve Eric Murizan, assisté par Alban Koutro, Elena Tcheremnich. Buenos dias, Eric, Alban et Elena. Bună ziua, Toutouror. Dans un instant, on parlera musique avec Gabriel d'Antoine, littérature avec Maya et cinéma avec Flore Marcassin. Cinéma aussi avec nos deux premiers invités pour un film après l'incendie de Hristo Todorov avec Irina Litiak. Bonjour Hristo Todorov et Irina Litiak. Bienvenue sur Armada. Bonjour. Bonjour. Et après nos reportages, la météo, le journal européen, le journal des sports, nous allons vous emmener en Serbie avec la Fédération des jeunes Serbes d'Europe, représentée par Ana Đurović et Jérémy Henry, respectivement vice-présidente et trésorier de la FJSE. Et oui, et on les salue, ils sont... Tout à l'heure, c'est après le journal. On salue notre photographe vidéaste Sophie. Vous pourrez trouver son travail sur nos réseaux par la suite. Merci encore de nous suivre très nombreux. Alors aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous, on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour avec notamment en premier la chanteuse et mannequin polonaise Blanka. Elle a aussi participé à l'Eurovision, c'était en 2023 avec sa chanson solo, son tube If You Want Me a fait un tabac l'année dernière. On vous invite à regarder son clip Guilty, sorti il y a à peine un mois. Oui, bon anniversaire aussi à la chanteuse, musicienne, photographe et comédienne franco-russe Katia Rybakova. Je vous invite d'ailleurs à écouter son album de chansons pour les enfants, Les Lutins de la chanson. Bon anniversaire également au chef d'orchestre et compositeur tchèque Félix Slováček. On lui doit notamment plusieurs musiques de films. Bon anniversaire à une autre chanteuse polonaise, Agnieszka Chylińska. Elle est aussi connue comme danseuse, actrice et parolière, l'une des chanteuses les plus populaires en Pologne. Elle a fêté ses 30 ans de carrière à Paris l'année dernière au Zénith. Bon anniversaire également au réalisateur et scénariste allemand Tom Tkykev. Il est aussi producteur et compositeur, membre de l'Académie des Arts de Berlin. On se souvient tous de son film Cours Lola Cours en 1998. Le 20 mars dernier sortait en Allemagne son tout dernier film Das Licht, La Lumière, avec Nicolette Krebit. Et puis aussi, bon anniversaire au chanteur et parolier polonais David Podsiadło, chanteur polonais des plus populaires de sa génération qui a déjà reçu nombre de récompenses, des concerts qui battent des records. Après son film documentaire sorti l'année dernière, il fonde son premier festival, le festival Sorza, à partir du 6 juin prochain. Bon anniversaire enfin à la chanteuse allemande Lena Meyer-Landrut. Et puis nos pensées du jour à l'actrice russe Larissa Kronberg, meilleure actrice au Festival de Cannes 1955 pour son rôle dans Une grande famille de Josif Heifetz. Et puis, entre autres, en 1955. Une pensée du jour au grand maître de jeu d'échecs, éditeur serbe Aleksandar Matonovic, 3 fois champion de Yougoslavie, 1962, 1969 et 1978. Il a signé plusieurs livres sur les échecs et a fondé le journal L'Informateur d'échecs. C'était en 1966. Et oui. Et demain, c'est le 24 mai, puis ce sera la journée de l'alphabet cyrillique. 3e alphabet européen. On l'utilise notamment en Bulgarie, en Ukraine et en Serbie. D'où vient-il? Comment ça marche? Un reportage signé Ilona de Souter, Emma Twin et Matteo Marshall. Les alphabets sont des systèmes de signes essentiels à la communication écrite, permettant la transmission de connaissances et de culture à travers les âges. Leur création marque des tournants majeurs dans l'histoire de l'humanité. Parmi les plus anciens, l'alphabet phénicien datant du 2e millénaire avant notre ère a influencé de nombreux systèmes d'écriture. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'un des alphabets officiels européens. Nous parlons bien évidemment de l'alphabet cyrillique et ses origines. L'alphabet glagolitique. Cet alphabet slave fut introduit dans le royaume de Grande Moravie au IXe siècle par les saints Cyril et Méthode pour les besoins de l'évangélisation des populations de la Grande Moravie, mais il fut aussi utilisé pour l'évangélisation des Balkans. Il tire son nom du vieux mot slave glagoyaté qui signifie verbaliser. On le retrouvera en Croatie, en Bulgarie et même jusqu'au Monténégro. Il fut interdit par le pape et disparut presque totalement au Xe siècle. L'alphabet a 2 variantes, arrondi et carré.
La variante arrondie est dominée par des cercles et des courbes légères. La variante angulaire, croate, comprend de nombreux angles droits et quelquefois des trapèzes. Elle utilise de nombreuses ligatures typographiques que l'on peut comparer aux alphabets latins ou encore cyrilliques. L'alphabet cyrillique est un système d'écriture qui joue un rôle clé dans de nombreuses cultures d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Retour au IXe siècle où les frères byzantins Cyrille et Méthode sont envoyés pour évangéliser les Slaves. Ils créent d'abord l'alphabet glagolitique, puis l'alphabet cyrillique, inspiré de l'alphabet grec et adapté au son slave. Cet alphabet devient rapidement un outil essentiel pour la diffusion du christianisme et de la culture slave. Nous poursuivons notre voyage à travers les siècles et les continents. L'alphabet cyrillique n'est pas seulement un outil religieux, mais il devient une pierre angulaire de l'identité culturelle de nombreuses nations. Aujourd'hui, l'alphabet cyrillique est utilisé par plusieurs dizaines de langues à travers le monde. Parmi les langues slaves, on trouve le russe, l'ukrainien, le bulgare, le serbe, le biélorusse et le macédonien. Mais ce n'est pas tout. Des langues non slaves utilisent également le cyrillique, témoignant de son incroyable adaptabilité. L'alphabet cyrillique moderne comprend entre 30 et 33 lettres selon les langues. Par exemple, le russe utilise 33 lettres. Chaque lettre est adaptée pour correspondre au son spécifique des langues slaves, ce qui en fait un système d'écriture efficace et harmonieux. L'alphabet cyrillique est bien plus qu'un simple outil de communication. Il est le gardien de traditions millénaires, le véhicule de cultures riches et variées, et le témoin silencieux de l'histoire de peuples entiers. En parcourant les pages écrites en cyrillique, nous ne faisons pas que lire des mots, nous plongeons dans l'âme même de la civilisation entière. Le 24 mai, la Bulgarie célèbre la journée des saints Cyrille et Méthode en l'honneur de la création de l'alphabet cyrillique. Gargana Rangelova de l'Institut culturel bulgare à Paris a souligné l'importance de cette fête qui est marquée par des défilés, des festivités dans les écoles et les villes bulgares. L'alphabet cyrillique est un symbole de l'éveil spirituel et culturel et depuis 2007, il est reconnu comme le 3e alphabet officiel de l'Union européenne après le grec et le latin. Allez, on passe à la musique avec Gabriel d'Antoine. Alors aujourd'hui, je vous propose une édition spéciale Eurovision, dont la grande finale s'est déroulée en Suisse la semaine dernière. Et parmi les 26 pays en compétition, les nations de l'Est se sont particulièrement distinguées. Je vous emmène donc à la découverte de 3 d'entre elles qui ont décroché leur place dans le top 10. À la 9e position, on retrouve l'Ukraine, avec Zifferblatt et son titre Bird of Prey. Ancien gagnant de X Factor Ukraine en 2019, il est accompagné sur scène d'un chœur de femmes aux voix profondément folkloriques. La composition est riche, presque cinématographique. Plusieurs mélodies s'entrelacent tour à tour, douces et intenses. Sur le plateau de la finale, leur performance évoque les années 70 avec pantalon pas de def et une scénographie qui mise sur des jeux de lumière. Le clip, lui, prend place dans un vaste bâtiment post-soviétique plongé dans un immense open space abandonné. Malgré cette ambiance un peu morne, Bird of Prey est une prière pour déplacer les montagnes, un chant d'espoir, avec des paroles telles que, je cite, « Je cherche la lumière ». Donc une partie du texte est chantée en anglais, c'est un choix assumé, pour sensibiliser un public international à leur campagne de récolte de fonds pour financer des opérations de déminage en Ukraine. Sur une autre note, direction maintenant l'Estonie, que personne n'attendait dans les sondages. C'est d'abord l'Albanie. Surtout qu'ils sont arrivés à égalité en plus. Oui, tout à fait. Avec l'Ukraine, l'Albanie et l'Ukraine à la même place. Par contre, l'Estonie propulsée à la 3e place, ce qui était assez étonnant. Ça, l'Estonie, inoubliable. Mais ça me fait très plaisir, parce qu'il s'agit d'un chanteur que je suis depuis très longtemps maintenant, c'est Tommy Cash. Plus qu'un chanteur, c'est un artiste visuel, un performeur qui a fait souvent des happenings un peu farfelus dans le monde de la mode. Bref, un personnage excentrique que je n'attendais pas plaire autant au public. Toujours dans l'autodérision, cette fois-ci, il propose la chanson Espresso Macchiato, qui enchaîne des clichés sur l'Italie, chantée volontairement dans un mauvais italien, avec des références de base comme mafia, luxe et spaghetti. Pour autant, il y a une sonorité proche de la balalaïka et un décor à l'esthétique américaine, donc il chante d'un air blasé. Ce mélange de références absurdes, entouré de bodyguards costauds qui font office de danseurs.
En effet, le morceau est accompagné d'une de ces fameuses danses qui l'ont fait connaître, une danse ondulante et désarticulée, tout aussi absurde. Et sur scène, il affiche un look inimitable, cheveux longs, cravate de plus d'1 mètre. Tommy chante avec un sérieux déconcertant ces absurdités qui nous donnent le sourire. Le clip est dans la même veine, hein, avec un plan fixe sur le chanteur qui boit juste son espresso macchiato. Je vous invite donc vivement à découvrir le reste de son travail, une réussite totale dans le genre décalé. Ouais, je danserai pas comme lui. Moi non plus. Moi, ça me plaît beaucoup. Et on finit en beauté avec la victoire écrasante de l'Autriche grâce à JJ et son titre Wasted Love. Donc de son vrai nom, Johannes Pitsch, ce jeune contre-ténor de 24 ans d'origine philippine est aussi membre de l'Opéra national de Vienne. Il s'est également fait connaître dans The Voice UK et Starmania Autriche. Il est connu pour ses sonorités pop et classiques qui sont captivantes et il a su nous hypnotiser sur la scène de l'Eurovision avec une performance en noir et blanc et une mise en scène de bateau à la dérive dans une tempête avec projection de vagues, éclairs, fumée. Il chante la perdition à grand renfort d'allégorie sur la noyade après une rupture amoureuse difficile. Mais cette chanson parle surtout de l'amour qui triomphe sur la haine. Et le final d'ailleurs aux sonorités techno est vraiment le point culminant de la chanson qui pour moi fait toute sa singularité. Le clip quant à lui reprend le scénario de La Tempête. Bref, une carrière prometteuse, car notons que c'est le premier single qu'il sort, écrit et composé par lui-même, en compagnie de la Serbe Teodora Špirić, donc une victoire qui nous vient bel et bien de l'Est. En 2026, c'est donc en Autriche que nous avons rendez-vous pour la prochaine édition animée par JJ lui-même, aux côtés de la légendaire Conchita Wurst, qui revient 11 ans après sa victoire à l'Eurovision. Et bien sûr, un petit clin d'œil à Louane qui a quand même fièrement représenté la France avec son titre Maman et a fini 7e. Et oui, bravo à elle. Merci beaucoup Gabriel. Allez, des images signées Anna Massoulier, petit voyage direction Vienne. Vienne est une ville dynamique, très animée de jour comme de nuit, avec une architecture très hétéroclite, le néoclassique, le constructivisme, le baroque, l'art nouveau. Les Viennois adorent sortir, boire un verre de bière ou un verre de vin et manger. En sortant d'un passage couvert, on peut faire une balade en calèche ou dans un parc. Vienne est une ville culturelle dont les musées sont des œuvres d'art en eux-mêmes. Et même si vous n'aimez pas la peinture ou l'architecture, peut-être vous êtes amateur de musique, alors l'Opéra de Vienne est un passage obligatoire. Vous pouvez aussi aimer la bonne cuisine et un chocolat chaud au café Sacher. Eh oui, Vienne, très très belle ville. Et oui, et puis alors là, ça fait un peu minute, ça fait balade minute à la Gabrielle. 2.0, j'adore. Voilà, on lui fait un gros bisou à notre Anna. Merci Anna. On va continuer, donc avant de retrouver après le journal la Fédération des jeunes serbes d'Europe, tu es allé voir l'exposition Sortie au Centre culturel de Serbie, Maya. Exactement, alors le métro, les transports, c'est un peu le quotidien de beaucoup d'entre nous. Eh bien, Dragan Trajkovski s'en est inspiré et en a créé 50 dessins. En bonus, il nous livre ses interprétations en français qui n'est pas sa langue maternelle. On regarde. Depuis le 15 mai se tient l'exposition de Dragan Trajkovski au Centre culturel de la Serbie. On compte plus d'une 50aine de dessins portant toutes sur un seul et même thème, le métro. Le cycle Sortie a été réalisé sur la ligne 2 du métro parisien. Le fait que lorsque je vivais à Paris, je prenais le métro pour aller au travail tous les jours. C'était juste un transfert automatique et rêveur somnolent du point A au point B sans trop réfléchir et avec l'objectif clair d'arriver à l'heure. Mais le retour, plus lent et plus fatigant à la chambre de l'hôtel, a soulevé à maintes reprises la question du sens de mon existence d'étranger à Paris.
Une inspiration qui compte près de 25 stations à double sens. Les dessins illustrent des coups de crayon quotidiens accompagnés du regard de l'artiste, des traits qui se chevauchent, qui se croisent et qui se mêlent un peu comme la foule des passagers des métros parisiens ou même les trains qui se croisent au fin fond des tunnels. Pour l'artiste, ces dessins sont synonymes d'évasion. Je tiens à souligner que ce rituel artistique lui-même m'offrait une porte de sortie, ou du moins il bloquait le flux de toutes ces peurs inconscientes qui viennent comme des ombres augmentant la véritable peur existentielle. Le passage de lieu A au lieu B est ainsi devenu un dépassement de la peur. Dépasser ses émotions, c'est l'une des motivations du dessinateur serbe. Quant à l'exposition sortie, elle sera disponible jusqu'au 6 juin 2025. On passe tout de suite au cinéma. Et oui, cette semaine au Festival de Cannes, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov nous offre un nouveau film en noir et blanc, La disparition de Joseph Mengele. Un an après son long métrage Limonov, la balade, le cinéaste russe est de retour sur le tapis rouge avec un long métrage en noir et blanc retraçant le destin de Joseph Mengele après la guerre. Nous sommes ainsi plongés en Amérique latine, terre refuge des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Surnommé l'ange de la mort, Joseph Mengele est le médecin attitré du camp d'Auschwitz. Il décidait de la vie ou de la mort de milliers de déportés en quelques secondes. Dans ce film en noir et blanc, nous suivons sa déchéance en Amérique latine. Dès son arrivée, il est entouré de nombreux anciens SS dans des villas luxueuses. Mengele est par la suite hébergé dans une ferme par une famille hongroise et finit finalement sa vie seul au Brésil dans un appartement décrépit. Tout au long du film, la narration mélange les époques et les lieux traversés par Mengele. Il s'enferme dans un déni et n'affronte jamais sa déchéance. Pour marquer que le régime nazi est ce qui le constitue et fait de lui un homme, Kirill Serebrennikov a fait le choix de réaliser qu'une seule séance en couleur. La scène a lieu à Auschwitz, dans son lieu de travail, avec son amante, ce qui prouve que cette époque a constitué toute sa vie. Nous poursuivons ensuite avec une sortie de la semaine. Alors ce mercredi 21 mai, nous avons été conviés à la soirée projection au cinéma Commune Image de Saint-Ouen. L'occasion de découvrir 2 courts-métrages en avant-première. Premièrement, Millénial de Judith Arazi ainsi que Après l'incendie de Hirosto Todorov que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui accompagnée de l'actrice principale de son court-métrage, Irina Litiak. Dans son court-métrage, nous sommes au chevet de Notre-Dame de Paris, un shooting photo qui devient une leçon de vie. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de Après l'incendie. C'est mon rêve depuis que je suis venu à Paris, de faire une séance photo avec Notre-Dame. Attendez, vous permettez? Mais vous partez où? Je reviens tout de suite. Écoute, je voulais te demander... Ça va pas? Mais t'es sûr? Tu vas pas changer d'avis, hein? Après l'incendie. Le nouveau film de Hristo Todorov avec Irina Litiak, Noé Favre et Tsegare Santiago Jiménez. Encore bienvenue sur Armada, Hristo. Franchement, c'est un vrai bonheur de te recevoir. Irina Litiak, merci beaucoup d'être venue. Alors, merci d'être venue de Lyon parce que c'est pas la porte à côté non plus. Vraiment beaucoup. C'est pas grave, Lyon est pas si loin et j'adore passer par Paris parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Ah oui, c'est ça. Non, surtout dans le cinéma. Voilà, et surtout on rencontre des photographes un peu spéciaux, inoubliables. Inoubliables, oui. Voilà. Pas spécieux. N'embrouille pas le public. Non, justement, il est génial. Ce photographe, il est génial. En fait, c'est même quand on le découvre au début du film.
C'est une vraie découverte, ce photographe qui est joué par Noé Favre, puisque en fait, on le découvre au fur et à mesure du film. C'est ça qui est fort. Au début, on a une image, mais à la fin du film, on en a une autre. Et ça, c'est génial. Risto, ma première question, pourquoi ce film ? Pourquoi ? Alors, il y avait une raison très concrète pourquoi ce film a été inventé. Ouais. Il y a 2 ans déjà, je crois. Oui, ça fait 2 ans. Je devais organiser un shooting photo pour une agence touristique. Et donc, on avait 3 jours de shooting, un photographe et plusieurs modèles, comédiens qui devaient interpréter soit des touristes, soit des guides touristiques. On avait 18 personnes, on avait 3 jours, comme je dis, 3 jours de shooting. Et moi, comme je connais beaucoup de comédiens, je proposais à mes amis d'y participer. Comme ça, on pouvait gagner un peu d'argent et surtout s'amuser bien. Et donc, parmi les modèles qui participaient au shooting, il y avait Irina et Noé. Je connaissais déjà les deux. Avec Irina, on avait déjà tourné quelques petits courts-métrages ensemble. Et j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait quelque chose de très spécial. Il y avait une certaine magie entre Irina et Noé. Et elle, lui et Notre-Dame, ça donnait quelque chose. Et je me souviens que même après le shooting, j'ai parlé avec Franck, le photographe avec qui on a travaillé. Je lui ai dit, tu as senti qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est produit entre Irina et Noé. Il a dit oui, j'ai remarqué. Et moi, j'ai remarqué aussi. Eux, je crois qu'ils n'ont pas remarqué. Je confirme, rien du tout. Et Noé m'a dit la même chose qu'il n'a pas remarqué non plus. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué, ça, c'était l'essentiel. Et après, je sais pas, mais l'histoire de cette rencontre entre Irina et Noé, Emma et Julien dans le film, et elle est née toute seule dans ma tête. Je me souviens, j'étais au cinéma, je regardais, c'était une projection de court-métrage, et là, j'ai senti que l'histoire a commencé à se former dans ma tête. Je voyais Irina, je voyais Noé, donc j'ai écrit le scénario pour eux deux. Après, il y avait beaucoup de variantes, il y avait évidemment 12 versions du scénario. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, mais à partir du début, je savais que ça sera un film pour Irina et Noé. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait jouer ces 2 rôles. S'il m'avait dit non, il n'y aurait pas de film. D'accord. Donc, je voyais que elle et que lui. Heureusement, on est sympa. On a dit oui. D'où inspiration. C'est génial. C'était Irina, Noé et Notre-Dame qui m'ont inspiré. Alors les 3 ensemble. Nous, on est embarqués dans ce film. C'est un film qui parle à tout le monde. Emma, elle est venue à Paris par amour. Elle quitte la capitale française à cause de l'amour. Elle rencontre Julien, photographe. Au-delà des surprises et des revirements de ce film, pour tout ça, il faut aller voir le film si jamais il passe par chez vous. Après l'incendie, c'est un film très humain, je trouve, sur l'importance de vivre par soi-même et non plus à travers les autres. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée ? Oui, en fait, parce que c'était une des choses que j'ai pensé quand j'écrivais le scénario. Et donc, je ne veux pas trop parler parce que j'ai peur de raconter l'histoire. Non, il ne faut pas raconter l'histoire. C'est difficile, mais oui, vraiment, il y a beaucoup de choses autobiographiques dans ce film parce que vraiment, il faut être soi-même, il faut suivre tes rêves et il faut suivre ton intuition. Et il ne faut jamais ne rien lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher parce qu'il faut continuer, il faut croire à soi-même et toujours dans la vie, il y a quelque chose qui arrive, qui nous pousse, qui nous aide quand on est désespéré. Et c'était un peu ça aussi, l'idée que j'ai mis dans le film. Mais plein d'autres choses aussi. Oui. Non, mais c'est vrai. Nous, l'équipe, on l'a vu. Irina, j'ai une petite question. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de ce film, vu que ça apparemment a été prédestiné pour vous, mais qu'est-ce que vous avez pensé quand on vous a proposé l'histoire ? C'est exactement ce que tu as remarqué, Jérôme. C'est une histoire très humaine et très simple. Et pour moi, c'est un petit peu ma vie. Je suis très optimiste dans la vie et j'avoue que je suis venue déménager en France par amour.
Et je pense que on partage. France, c'est le pays où c'est très compliqué de déménager par quelque chose d'autre si tu parles pas français. Parce que pour apprendre le français, il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour ce pays. Voilà. Je te rassure. Donc le personnage, vous vous êtes un petit peu retrouvé? Oui. Okay. Le personnage, je me suis retrouvée et j'étais heureuse. Et après, on se connaît avec Christo et c'est ça ce que j'adore dans toutes ces réalisations, qu'il y a cette énergie de la vie, cette humanité et l'optimisme qu'il met dans son court-métrage. Et j'adore ça parce que je pense que la vie est beaucoup plus cool quand on vit bien. Ouais. Voilà, j'invite tout le monde, même après les incendies. Oui. D'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai pas vu Notre-Dame avant l'incendie et j'étais dégoûtée. J'ai pas jamais vu à l'intérieur. Et quand l'incendie est arrivé et quand on a tourné ce film, j'ai encore regardé plusieurs fois pendant les prises sur Notre-Dame en disant comment c'est important de faire les choses dans ta vie à temps. Ne jamais dire plus tard. Parce que j'ai passé par Paris des milliers de fois et toujours je disais « Ah là là, il y a beaucoup de touristes. Ah là là, la prochaine fois. De l'extérieur, elle est magnifique. Je vais faire en long queue plus tard. » Et voilà, je pense que c'est aussi de ça parle ce film à propos de « Faites pas plus tard, faites maintenant. » Parce que maintenant, on a envie, maintenant, on a des forces. Et c'est maintenant ou probablement jamais. Oui, bah, la façon, la procrastination... Hein. Il y en a qui sont adeptes, nous, enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux pas, autant faire les choses en place. Puis dans ce film, en fait, Emma, en fait, c'est ça, c'est sa fascination, c'est j'aimerais avoir une photo avec Notre-Dame. Et c'est un personnage qui était très important, mais qu'on n'entend pas. Notre-Dame qui est d'ailleurs présente sur le plateau puisqu'elle est derrière moi. On va pas lui poser la question parce que si le mur répond, on va pas. Comment dirais-je pourquoi avoir choisi ce phénomène, enfin pourquoi avoir choisi Notre-Dame de Paris comme personnage du coup, parce que c'est vrai qu'on la voit tout le temps, enfin tout le long du film presque. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai insisté que le film soit tourné en format 16/9 et pas en format scope, parce que maintenant pas la plupart, mais une grande partie du film sont tournés en format scope, qui est un peu plus petit. Ouais. Et j'ai dit à François, le chef opérateur du film, si on tourne en format scope, on va pas bien voir Notre-Dame derrière. Donc on passe au 16/9. Moi, j'ai toujours été très passionné par l'histoire. C'est ma grande passion, à part du cinéma. Et très passionné par la belle architecture. Donc Notre-Dame, ça a été toujours une cathédrale très importante pour moi. Quand il y avait l'incendie, je l'ai très mal vécu. Après, j'étais heureux que quand même, malgré les dégâts, la cathédrale a survécu. Et là, je me suis dit, mais ça fait 8 siècles, cette cathédrale, elle a vu tellement de gens qui sont passés devant elle. Elle a vu tellement de destins différents, des millions et des millions de gens à travers de 8 siècles, des Français, des étrangers. Et malgré l'incendie, elle est toujours là et nous sommes là comme plein d'autres gens avant nous et plein d'autres gens qui vont arriver après nous. Et voilà, donc je voulais raconter une histoire où Notre-Dame est un témoin et Notre-Dame a été témoin de plusieurs d'autres histoires comme ça avant et après. Et donc je voulais avoir moi-même, plusieurs fois quand je suis passé devant Notre-Dame, je dis alors elle me voit maintenant quand elle a vu plein d'autres personnes avant moi. Donc je voulais aussi mettre ce feeling dans mon film. Et aussi, comme je vous ai dit, parce que Notre-Dame, Irina et Noé, il y a quelque chose entre les trois. Il y a une magie. Je le confie, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est un secret. Ouais. Venez regarder le film. Pour ça, voilà, c'est ça. Il faut aller voir le film. Et alors, je lui souhaite la même vie que pour Embrasse-moi. Il a récupéré le dernier prix. Embrasse-moi, c'est le meilleur film international à Mexico, c'est ça? Exactement. Voilà. Allez voir après l'incendie. Combien de temps ça a pris donc pour tourner? Ça a pris 3 jours. Ouais. Les conditions, c'était quand quelle période? Ça a été un peu compliqué ou c'est la période froide.
période froide. Très froide. La période froide. Et les jours sont longs, vraiment longs. Ah oui, non, mais... Je spoil un petit peu. C'était 3 jours de tournage. C'était fin mars, début avril 2024. Il faisait froid et c'était dur pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est plein centre de Paris. Donc c'est un peu difficile de tourner avec... En plus, c'était le Pâques. Donc c'était des jours fériés. Mais le plus grand problème, c'était le temps qui changeait toutes les 10 minutes. On avait l'orage, après le soleil, la pluie, après on avait le soleil, après c'était nuageux. Et dans l'image, il faut que ça soit pareil tout le temps. Bah oui. Ah bah non, je ne vous parle pas comme c'était dur. Hein. Mais il a réussi parce que moi j'étais surpris. Moi j'ai regardé avec l'impatience le film, la sortie en disant mais c'est pas vrai. Il y avait 3 jours de plans de vécu différents et on voit pas. J'ai l'impression que c'était une matinée. C'est pour ça que franchement j'ai perdu ma santé pendant la post-production de ce film. Je suis tombé gravement malade 3 fois et je crois que c'est tout ça, c'était le stress. Ah oui, non. Il y a quelque chose qu'on avait remarqué, il y a la musique signée Joris Hermy. Comment la musique elle a été composée dans le film? Joris Hermy, c'est quelqu'un qui j'adore. Après l'incendie, c'est notre troisième court-métrage sur lequel on travaille ensemble. J'ai contacté Joris pour qu'il écrive la musique pour Après l'incendie. Et après, parce que lui, il habite en Belgique, on a fait toute la communication en ligne, par visio. On regardait ensemble le film et on commentait, on s'est parlé ici, peut-être on met de la musique, ici non. Et comme ça, après, il écrivait quelque chose, il m'envoyait, je mettais sur le timeline et après, on discutait à nouveau. Je mettais des notes. Ici, ça me va, ici, ça me va pas. Lui, il donnait aussi ses propositions. Pour Joris, c'était très important. Il m'a dit, ton film, c'est comme une tranche de vie. Donc, il ne faut pas exagérer avec la musique. Il faut mettre par ici, par là-bas. Mais en fait, dans ton film, la silence, c'est très important. Il faut qu'on entende la vie, la ville de Paris. Et je veux mettre de la musique, mais pas partout. Pas partout parce que je ne veux pas gâcher. Moi, au début, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais il m'a convaincu. Maintenant, je comprends qu'il avait raison. Il y a du talent partout, dans la musique, dans les comédiens, dans la caméra, à tous les niveaux. Franchement, chapeau. Enfin, à chaque fois que tu sors un film, à chaque fois, c'est grandiose. Allez voir donc Après l'incendie. Merci beaucoup, Hristo Todorov. Retenez bien ce nom, Hristo Todorov et Irina Litiak. Allez voir Après l'incendie. Et nous, en fait, on va partir directement. Margot. Bonjour, bonjour Margot. Tu es allée voir une exposition en Estonie, enfin du moins à l'ambassade d'Estonie. Oui, c'est ça. Hier, nous nous sommes rendus à l'ambassade d'Estonie pour l'exposition Next Stop America avec l'artiste Marco Mateam. Reportage signé Flore Marcassin et Margot Guillou. Next Stop America, l'exposition de Marco Maetam est de retour en France dans l'ambassade estonienne. Le titre provient d'une de ses peintures à la gouache de 1992, mais cette fois-ci, il questionne cette destination de l'Amérique. J'ai commencé par utiliser des pochoirs. Toutes ces œuvres sont imprimées, mais maintenant elles sont pour la plupart peintes. Je n'utilise plus la technique d'impression car je préfère travailler sur des plus grandes surfaces, comme par exemple sur ce tableau qui est peint. Donc mes travaux récents sont pour la plupart des peintures, mais j'ai également fait des animations et d'autres styles d'art. J'ai déjà été exposée à Paris. J'ai eu une exposition dans une galerie en février. Donc ça n'est pas la première fois pour moi. Mais je n'avais jamais été exposée à l'ambassade d'Estonie. Paris est un très bon endroit à visiter et pour exposer, parce que les gens sont très gentils. J'ai quelques amis ici. D'abord, on a eu l'idée avec l'ambassadeur de monter cette exposition de l'artiste quand même de renommée internationale.
Marco Matam, puisque les œuvres ont été réalisées déjà dans les années 90. Donc un peu d'ouvrir, pas uniquement le côté artistique, mais aussi sociétal et géopolitique également. Donc c'est pour ça qu'on a aussi invité un journaliste, un historien d'art. Donc on a élargi un peu les participants de table ronde. Au début des années 90, quand j'ai fait ces œuvres, on pensait à l'Amérique comme un endroit de rêve, une terre de rêve. Mais aujourd'hui, bien sûr, l'Amérique a changé. L'Europe a changé. Le monde entier a changé. J'ai changé. Donc, bien sûr, je n'ai pas la même vision de l'Amérique aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulions ramener ce sujet. C'est pourquoi nous voulions rappeler cette exposition Next Stop America avec une certaine question. Je pense qu'aujourd'hui, quand on pense à l'Amérique, on voit des choses différentes. On pense à des choses différentes. On est superstitieux. On n'est pas sûr de vouloir y voyager. À cette époque, quand je produisais ces œuvres, le rideau de fer venait de tomber. L'Union soviétique s'était effondrée. C'était autre chose. On était des enfants, donc on ne savait pas grand-chose sur le reste du monde. L'exposition était également l'occasion de discuter de l'évolution de l'Amérique depuis les années 90, ainsi que des impacts que cela pouvait avoir sur les pays européens et sur le monde entier. Next Stop America, donc à l'ambassade d'Estonie, qu'on vous invite à voir. On va passer à l'agenda. Si vous êtes du côté de Nice, l'Institut culturel roumain vous invite demain, samedi 24 mai à 18h30 à l'Abbaye, à la Colle-sur-Loup, pour un récital exceptionnel du pianiste Andrei Irimia, qui présentera une version pour piano solo de son projet Lights and Shadows. Andrei Irimia, c'est 2 albums, certes, mais plusieurs scènes à travers l'Europe, notamment à Londres et à Paris. Il poursuivra sa tournée européenne 2025 à partir du 20 septembre prochain à Berlin, à Bruxelles, Paris, Barcelone ou encore Madrid. Renseignements auprès de l'Institut culturel roumain de Paris. L'ambassade de Lituanie vous invite le 5 juin prochain à 18h30 l'ouverture de l'exposition de l'artiste lituanienne Edita Rakauskaitė. Intitulée De près, de loin, cette exposition présente des œuvres qu'elle a réalisées en France, inspirées par un environnement coloré, la lumière de l'océan et des moments de convivialité. Ces œuvres sont minimalistes et presque abstraites, mais chacune raconte une histoire unique, comme des instantanés de vie qui entourent l'artiste dans l'environnement charmant, élégant, accueillant de La Rochelle. Lors de voyages de vision de loin, de près, les motifs grandissent, diminuent, les couleurs s'intensifient, les textures évoluent et le leitmotiv de la lumière reste toujours présent. L'ambassade de Lituanie en France, c'est au 22 boulevard de Courcelles à Paris, dans le 17e arrondissement. Inscription pour leur vernissage jusqu'au 4 juin par mail rsvp.lituanie@urm.lt. Le FICEP, enfin, le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, vous invite demain, le samedi 24 mai, à partir de 15h, à la nuit de la littérature au Goethe-Institut, qui se trouve 17 avenue d'Iéna, dans le 16e à Paris. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous présenter à 16h20 la poétesse slovaque Sylvia Majerska pour son livre Blanc-Seing paru chez Gallimard. Venez nombreux, en plus, on va s'amuser. On finira par un concert. En parlant de livres, on passe justement au livre de la semaine. Maya, t'as une petite pépite. Exactement, c'est un livre de Frédéric Jensen traduit par Françoise Heide qui raconte une catastrophe naturelle, un raz-de-marée qui ravage une île du sud du Danemark. Ça se passe en 1872. Seul le marin et quelques personnes survivent à cette catastrophe. Un livre, vous allez voir, qui est gorgé d'émotions. En lisant le résumé, on va s'imaginer, Jérôme, qu'on va parler que de catastrophes naturelles et qu'on aura une ambiance triste du début jusqu'à la fin. Eh bien non, les âmes sensibles peuvent totalement le lire. L'auteur raconte cette catastrophe naturelle derrière la fenêtre de la chambre d'un marin. C'est lui qui va nous guider tout au long de cette histoire à travers ses récits
récits, ses monologues. L'histoire, elle est chronologique, dans le sens où on évoque dès les premières pages les grands-parents qui ont labouré la terre, cette terre-mère qui continue à offrir à manger. On parle là d'une force des ancêtres, ceux qui ont bâti le pays retournent la terre pour la rendre fleurie. Il y a d'ailleurs une très belle phrase qui montre cet amour envers le pays quand l'auteur dit « Notre terre est comme un gros fruit qui désaltère ». Je rajouterai que son citoyen s'y sent comme un pépin dans son fruit, autrement dit, très bien. On ressent l'attachement du personnage envers cette île à travers son travail, son respect envers les anciens. Mais derrière toute cette force à bâtir le pays à travers la génération des grands-parents, des parents, se cache cette peur, cette hantise de subir des inondations. Car l'auteur l'explique très bien. Tous les Danois savent que l'île est un biscuit dans l'eau. Un peu de flotte et la voilà recouverte. Mais quand on parle d'habitants, des citoyens qui vivent dans cette terre, qui voient s'affaler un raz-de-marée, on parle de cette catastrophe avec un style assez cru, faut se l'avouer, avec des mots qui décrivent les conséquences de ce raz-de-marée. On a une description des lieux, de la peur, du silence qu'a pu provoquer ce raz-de-marée. On pourrait même l'entendre presque. Et paradoxalement, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'auteur ne laisse pas cette image sinistre. Il introduit entre ces épisodes de tristesse, de désastre, une pointe d'humour. Et là, je pense aux marins qui déclarent « Les cadavres, c'est comme des chaussettes. Il y en a de toutes les tailles ». L'auteur tient donc à illustrer ce qu'a provoqué ce raz-de-marée, des disparitions, des destructions d'habitations, et d'autre part, casse cette image désastreuse. Il introduit de l'humour pour adoucir le récit, et la douceur, elle caractérise ce récit non pas qu'à travers cet humour qu'on vient de voir, mais également à travers un autre personnage principal. Le livre parle d'un marin, on l'a compris, qui a un fort caractère, travailleur, connaisseur de la nature qui l'entoure, mais surtout c'est l'histoire d'un marin qui montre de l'humanité, de la douceur au fur et à mesure du récit. Son fort caractère se dissipe lors du raz-de-marée parce que là on laisse place à la terreur, mais il y a un cœur, de l'empathie lors de cette catastrophe, de l'amour qui se dévoile ouvertement lors de la rencontre de cette petite fille. Le marin survit par rapport à cette catastrophe, ainsi que quelques adultes et 8 enfants. Donc là, on imagine les dégâts. Le lecteur vit un ascenseur d'émotions entre mélancolie au début, peur, puis amour, mais surtout, tout au long de l'œuvre, il y a de l'humanité. Cette rencontre avec la petite fille attendrit le récit, ça adoucit l'histoire. On ne parle plus de catastrophe, mais de naïveté, d'innocence au milieu de ces décombres. Et cette naïveté, cette innocence-là que peut dégager cette petite fille change littéralement la vie du marin qui l'adopte sans même s'en rendre compte. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que ce marin a pu garder cette petite fille et a pu vaincre la société ? Car bien sûr, un malheur n'arrive pas seul. La maison du marin, remplie d'amour, d'espoir, d'avenir, semble être au cœur des polémiques, car l'habitation dérange le développement économique de la région. On l'oblige à la quitter. Alors que va-t-il faire ce marin ? Se battre ? Tout abandonner ? Eh bien la réponse ce 4 juin à la sortie du livre. On rappelle le titre La volonté de Ran de Frédéric Jensen aux éditions Gallmeister. Merci beaucoup Maya. On passe aux fêtes de la semaine. Et oui, aujourd'hui, on vous emmène aux 4 coins de l'Europe et la Macédoine du Nord au Liechtenstein. Oui, le 23 mai, c'est la journée nationale des Valaques en Macédoine du Nord. Cette date marque la reconnaissance de la communauté valaque comme nation par l'Empire ottoman en 1905. Depuis 1991, cette journée est célébrée par la Ligue des Valaques et d'autres associations dans le monde entier. En Macédoine du Nord, cette journée, c'est un jour de congé officiel, mais elle reste une vacance optionnelle pour la population, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement chômée par tous les travailleurs. Oui, le 25 mai en Roumanie est consacré à la fête des entrepreneurs et hommes d'affaires, ainsi qu'à la fête de la langue roumaine, célébrant la culture, le développement économique du pays. Côté Pologne, la Pologne célèbre la fête des mères le 26 mai, c'est-à-dire dimanche. Cette journée appelée Dzień Matki est une occasion importante pour souligner la valeur de la maternité et l'importance des mères dans la société et la famille. Les enfants offrent généralement des fleurs, des cadeaux, des cartes et préparent des surprises spéciales pour leur mère. Des réunions familiales sont souvent organisées avec des plats spéciaux ou des pique-niques pour célébrer cette journée. La fête a été choisie comme jour national en 1923, mais elle est célébrée comme toute la Pologne depuis le début de la Première Guerre mondiale.
La semaine prochaine, c'est le week-end de l'Ascension en France qui est aussi célébré dans plusieurs pays de l'Europe centrale et orientale. En Allemagne et en Autriche, le 29 mai 2025 est célébrée la fête de Christi Himmelfahrt. C'est un jour férié dans ces pays où la majorité des entreprises et écoles sont fermées. Au Liechtenstein, la fête est appelée Hoffarrat et tombe également le 29 mai 2025. À cette même date, c'est un jour férié officiel avec des célébrations religieuses et des traditions locales. En Roumanie, la fête de l'Ascension est une fête religieuse importante, souvent accompagnée de cérémonies et de rassemblements religieux. Une chronique préparée par Anna Massoulier. On va repartir, on va justement en Pologne avec la nuit des musées. Flore, Oui, alors samedi, je me suis rendue avec Margot à la bibliothèque polonaise située sur l'île Saint-Louis. Ce fut l'occasion de découvrir des figures qui ont constitué l'histoire polonaise ainsi que de découvrir une danse, la polonaise. Un reportage signé Margot Guillou et Flore Marcassin. Je sais quand on dit le polonais c'est la vodka. Trop souvent victime de clichés, la Pologne est mise à l'honneur lors de cette nuit des musées pour mettre en avant la richesse de sa culture. On fait la porte ouverte et on essaie quand même d'accueillir ceux qui viennent rarement parce que les bibliothèques peut-être ne sont plus magnétiques comme avant. Mais nous avons une belle collection de livres, des manuscrits, des collections d'art et aussi les musées. Vous êtes dans le musée d'Adam Mickiewicz. C'est pour nous un poète romantique, l'un des plus remarquables. Il est venu aussi ici après l'insurrection. Il passait 122 ans en France. C'est comme le Goethe pour les Allemands et peut-être Victor Hugo. À travers les différentes salles, nous découvrons les grandes figures qui ont enrichi l'histoire polonaise. Et voir une grande artiste de ballet, Ella Jaroszewicz, qui était une grande star de théâtre pantomime à Wrocław. La polonaise, c'est la danse de marchette. C'est une danse de la grande tradition polonaise. Quand la nouvelle année sonne, on se met à danser la polonaise. La musique l'avait enrichie et elle est devenue un petit peu la danse de salon. N'est-ce pas? Mais c'est toujours très doux et très, très convivial aussi en même temps. D'abord, la musique que nous avons choisie, c'est la polonaise de Ogiński, qui est chantée, dansée et jouée par tous ceux qui ont quitté la Pologne. Elle parle de la nostalgie et du manque qu'on éprouve à son pays natal. J'aimerais bien qu'on connaisse un petit peu mieux le caractère polonais aussi. La culture polonaise est tradition, mais également nouveauté, comme nous pouvons le voir à travers les travaux de Miek Pal. C'est un long métrage sur René Descartes, et dans lequel j'ai voulu montrer, audiovisualiser le processus de la pensée. Les Polonais se bercent toujours de cette idée que moralement, on s'est battu pour notre liberté. Et la Pologne aussi, elle a besoin de regarder son histoire dans les yeux. Mais c'est un pays, une nation courageuse. Nous sommes très courageux. Nous avons survécu beaucoup de choses. Et nous sommes toujours là. Même à Paris. C'est la Pologne. J'adore. La Pologne, j'adore. En route vers l'Est, parce qu'il y a aussi une ville que Gabriel adore, parce que c'est sa ville natale. En route vers l'Est avec Gabriel. Bienvenue à Budapest, capitale de la Hongrie. Un pays très convoité depuis l'Antiquité, car il est idéalement situé entre l'Orient et l'Occident. Les Romains y ont laissé leurs traces, les Magyars aussi au IXe siècle, qui ont notamment christianisé le pays. Puis vinrent les Ottomans qui l'occupèrent pendant 150 ans. Libéré par les Habsbourg, le pays fait alors partie de l'Empire austro-hongrois et c'est en 1873 que les trois villes Buda, Óbuda et Pest fusionnent pour donner enfin naissance à Budapest.
L'histoire moderne de la ville est marquée par les 2 guerres mondiales, l'occupation nazie, puis la libération soviétique qui débouchera sur 70 ans de régime communiste. Mais attention, la Hongrie était surnommée la baraque la plus gaie du bloc soviétique, preuve de la joie de vivre qui y subsistait. Avec à peine 10 millions d'habitants dans tout le pays, Budapest en concentre presque 2 millions. On y découvre un véritable condensé de la Mitteleuropa. L'architecture éclectique de la ville mélange les styles Art Nouveau, baroque, gothique et soviétique, dont les cours intérieures sont invariablement fascinantes et souvent un vrai saut dans le passé. Donc qui dit grande ville dit fleuve, et c'est le majestueux Danube qui traverse la ville sur presque 30 km, bordé d'architecture impressionnante et ponctué de 3 îles, dont l'île Margit au centre, qui est un véritable lieu de vie et de fête. Le fleuve sépare les 2 rives que tout oppose, d'un côté Buda, aux collines royales et verdoyantes, très tranquilles, et l'autre les grandes plaines de Pest, donc le centre économique et politique du pays. Le Parlement hongrois, immense et flamboyant, en est un parfait exemple disproportionné par rapport à la taille du pays. Budapest est considérée comme l'une des plus belles capitales d'Europe. Classée à l'UNESCO, on retrouve le panorama depuis le château de Buda, l'avenue Andrássy ou encore le métro du millénaire, l'un des plus anciens du monde, témoignant de son riche passé. Ah oui, ça, riche passé, oui, ça c'est clair que... Justement, ce passé, on le retrouve dans le quartier juif, cœur battant de la ville, qui est aujourd'hui très animé. Il abrite notamment la plus grande synagogue d'Europe, mais ce quartier fut aussi le théâtre de tragédies. Plus de 600 000 juifs hongrois y perdirent la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des bâtiments encore aujourd'hui dans leur jus et parfois criblés de balles. Donc Budapest conserve ce charme un peu suranné des villes en pleine mutation. Elle est aussi marquée par les impacts des révolutions, celle de 1848 contre les Habsbourg, mais aussi celle de 1956 contre les soviétiques. Mais c'est cette imperfection qui fait aussi toute sa beauté, et ça explique d'ailleurs pourquoi tant de films y sont aujourd'hui tournés. Budapest, c'est aussi une ville d'eau, riche en sources thermales naturelles. Elle attire les visiteurs depuis des siècles. Les Romains les utilisaient déjà, et les Turcs y bâtirent de nombreux bains au XVIe siècle. Dès 1913, les célèbres bains Széchenyi et Gellert deviennent de véritables institutions. Et aujourd'hui, on organise même là-bas des soirées électro, les fameux Sparty. Ça c'est sympa. Parce que oui, Budapest, c'est vraiment la ville de la fête. C'est la capitale européenne des enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, car il faut le dire, la bière est l'une des moins chères d'Europe. À consommer avec modération toujours. Et puis on retrouve également le festival Sziget, surnommé le Woodstock de l'Est, qui accueille chaque année environ 450 000 festivaliers. Et sans oublier les Kert, donc ces bars éphémères en plein air, installés dans des cours d'immeubles en rénovation. Et bientôt, dans une autre chronique, je vous parlerai d'une véritable institution, c'est les Tanzhaz, ces maisons de danse où tous les Hongrois viennent danser sur leur musique folklorique. Côté gastronomie, on ne se plaint pas, et si je devais garder qu'un seul plat et une boisson, ça serait le goulash. Ce plat national entre la soupe et le pot-au-feu, dont je vous avais déjà donné la recette dans une émission l'année dernière, et l'unikum, une liqueur amère, adorée ou détestée, inventée comme remède pour l'empereur François-Joseph, le mari de la fameuse Sissi. Eh oui. Et pour finir mon top 5 donc, de Budapest, ma ville natale, je dirais d'abord une balade dans la forêt de Normafa, où on peut faire de la luge en hiver, le marché Opus d'Etchery qui est très vintage, le grand marché central pour l'ambiance, un verre dans un kert pour retrouver la jeunesse européenne, et pour finir le WAMP, le marché mensuel des jeunes créateurs hongrois. Donc bref, Budapest, c'est bien plus qu'une capitale, c'est un art de vivre, et la preuve en images avec notre fameuse balade minute en vidéo. En route vers la Hongrie, à Budapest, la capitale, surnommée la perle du Danube. Le fameux tramway numéro 2 longe ses rives en passant devant le gigantesque Parlement. Ici, côté Pest, d'où l'on voit en face les rives et les collines de Buda. Et le pont Széchenyi, l'un des 7 ponts de la ville. L'architecture à Budapest est aussi belle qu'éclectique, et les cours intérieurs sont toujours très poétiques.
il existe de nombreuses églises et basiliques dans la ville qui restent peu marquées par son héritage soviétique. Le vrai cœur de la ville, c'est Pest, avec ses soirées inoubliables dans le quartier juif où se presse un tourisme du monde entier, notamment au Gojdu-Udvar. Et pour plonger dans l'art de vivre de Budapest, rien de tel que le Fellini Café pour se prélasser au bord du Danube, endroit idéal pour terminer notre balade minute. Bon voyage à Budapest. Côté partenaire, Aima et Cocoa. Si vous rêvez de vacances inoubliables, c'est un endroit paradisiaque au milieu des montagnes pour vous détendre dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne, dans une ambiance de fête en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș. Je parle beaucoup trop. Place aux images. Et on continue aussi avec la Fédération France-Slovaquie, association européenne qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison à travers leurs événements comme le 5 juin que je vous invite à venir voir les solistes de l'Opéra national de Vienne, la soprano Slavka Zamichnikova et le basse Peter Kellner, accompagné par l'orchestre de chambre d'État de Žilina à la salle Gaveau au 45 rue La Boétie dans le 8e. Tu as une petite place au voyage. Quelques images de la Slovaquie. Voilà, il est 59. Et puis un dernier partenaire, c'est Lucky.
Lucky Atelier de Transformation est une association qui prend soin de votre image. Les formations proposées aux étudiants des établissements supérieurs les forment à maîtriser leur image dans le cadre professionnel. Les formations des dirigeants et des cadres des entreprises permettent de fluidifier leur communication non verbale. Enfin, des événements autour de la mode, du style et des arts sont proposés en région parisienne. Il est 20h, place maintenant à la météo avec Jérôme de Courcelles. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, eh bien le temps sera mitigé entre soleil, nuages et pluie. Juste entre nous, profitez de votre samedi. On commence avec samedi matin où le soleil brillera sur l'Europe centrale du nord au sud. En Serbie, les orages, ce sera terminé, fort heureusement. Sur le front est, on attend de la pluie. En Pologne et en Roumanie, ce sera un temps couvert mais sans pluie. Côté température, eh bien des pays de Baltes à la Biélorussie, on attend de 8 à 12 degrés. 8 degrés de minimum à Vilnius, 9 degrés à Oslo, Copenhague, Berlin et Zurich, 10 degrés à Prague, 11 degrés à Budapest, à Bratislava, Zagreb et à Belgrade, 12 degrés à Varsovie et à Minsk, 15 degrés à Sofia et un maximum de 19 degrés à Kiev et à Bucarest. Samedi après-midi, les nuages venant de l'ouest et du front est où il continuera de pleuvoir envahiront le centre de l'Europe. Ce sera donc très nuageux de la Norvège à la Serbie, voire plus au sud, qu'on attend de la pluie à Sofia et à Bucarest. Attention cependant, en Moldavie, oui, on attend des orages violents, faites attention à vous. Côté température, ce sera agréable, 10 degrés de minimum à Vilnius, 13 degrés à Tallinn en Estonie, 14 degrés à Riga, de 16 à 17 degrés sur toute l'Europe centrale, 17 degrés comme à Varsovie, mais aussi à Varna ou encore à Belgrade. On attend même 18 degrés à Bratislava et à Sofia samedi après-midi. Pour les maximales, 21 degrés à Kiev, 22 degrés à Bucarest et même 23 degrés à Chisinau en Moldavie. Dimanche matin, le soleil brillera de mille feux des pays baltes au Balkan occidental, les Carpates bloquant les nuages et la pluie venant de l'ouest. La pluie, elle, continuera de tomber à Bucarest et à Sofia. Côté Mercure, mettez un petit pull, 10 degrés de minimum à Tallinn, Vilnius et à Minsk, 11 degrés à Prague et à Sofia, 12 à Riga et à Belgrade, 13 degrés à Varsovie, Berlin, à Bratislava, à Budapest et à Zagreb, 14 degrés à Kiev et à Bucarest. Enfin, dimanche après-midi, le temps ne sera pas vraiment terrible, sauf peut-être dans les pays baltes ainsi qu'en Slovaquie, en Hongrie, en Croatie et dans le nord de la Serbie, au-dessus d'une ligne Valjevo-Smederevska Palanka. Côté température, le minimum sera pour Sofia sous la pluie avec 11 degrés. Ça variera de 13 à 16 degrés de l'Estonie à l'Ukraine, 16 degrés à Berlin, 17 à Varsovie, à Prague et à Bucarest, 18 degrés à Zagreb et à Belgrade, 19 degrés à Budapest, 21 degrés de maximum à Bratislava. Merci beaucoup Jérôme. Alors place au journal européen, journal présenté par Gabriel D'Antoine et Flore Marcassin. Et à la une de ce journal, en Roumanie, Georges Simion dénonce une ingérence française dans la présidentielle et demande son annulation. Toujours en Roumanie, un tribunal rejette l'appel du candidat d'extrême droite Simion concernant sa défaite électorale. On passera ensuite en Pologne. Le candidat Nawrocki cherche le soutien de l'extrémiste droite Mencen avant le second tour de la présidence polonaise. Une nouvelle ère, l'Allemagne inaugure une présence permanente de troupes en Lituanie. En Slovaquie, le pays rejette un tribunal spécial sur la Russie sans explication. Et pour finir, on rend hommage au grand photographe slovaque qui a rejoint les étoiles. Mais on commence tout de suite dans ce journal avec la Roumanie. Georges Simion dénonce une ingérence française dans la présidentielle.
En Roumanie, le candidat nationaliste George Simion, battu dimanche au second tour de l'élection présidentielle. Il a annoncé ce mardi son intention de déposer un recours visant à faire annuler le scrutin en raison d'ingérences extérieures. Il accuse la France et la République de Moldavie d'ingérence en pointant du doigt des fraudes. Toujours en Roumanie, le tribunal rejette l'appel du candidat George Simion. Flore. Suite aux élections présidentielles qui ont mené à la victoire du maire de Bucarest, Nicu Sordan, George Simion fait appel à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Cette dernière a rendu son verdict jeudi et rejette le recours déposé par le leader d'extrême droite. Ce dernier s'est insurgé de cette décision sur son réseau social Facebook, où il écrit « La Cour constitutionnelle poursuit son coup d'État. Il ne nous reste plus qu'à nous battre. Je vous exhorte à me soutenir aujourd'hui et dans les semaines à venir. » George Simion est actuellement en Pologne pour soutenir Karol Nawrocki, candidat du parti et justice PiS pour le second tour des présidentielles qui aura lieu le dimanche 1er juin. On passe en Pologne, le candidat nationaliste Nawrocki cherche le soutien de l'extrémiste droite Mencen avant le second tour de la présidentielle. Gabriel. À l'approche du second tour de l'élection présidentielle en Pologne, le candidat nationaliste Karol Nawrocki a annoncé jeudi 22 mai 2025 son ralliement aux exigences posées par Sławomir Mencen, figure de l'extrême droite, dans une tentative assumée de capter le soutien de ses électeurs. L'Allemagne inaugure une présence permanente de troupes en Lituanie. Flore. D'ici 2027, près de 5000 soldats et civils allemands doivent s'installer durablement en Lituanie. Ils seront chargés de sécuriser le flanc oriental de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette annonce diplomatique a lieu 4 semaines avant le sommet de l'OTAN à La Haye. Le chancelier Friedrich Merz propose ce projet de défense inédit pour l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est la première fois que le pays déploie une brigade blindée complète de manière permanente à l'étranger. Cette annonce a été portée lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce jeudi 22 et à laquelle ont participé le chancelier ainsi que son ministre de la Défense, Boris Pistorius. Ce projet illustre la détermination de l'Allemagne à vouloir être le leader en termes de protection du territoire européen. La Slovaquie rejette un tribunal spécial sur la Russie sans explication. À l'occasion de la Journée de l'Europe, la Commission, le Conseil de l'Europe et le Premier ministre ukrainien ainsi que les représentants d'une coalition internationale d'États se sont réunis à Lviv pour approuver officiellement la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. En tout, ce sont 42 pays qui ont signé une déclaration soutenant la création de ce tribunal chargé de poursuivre la Russie pour agression contre l'Ukraine. Parmi les États membres de l'Union européenne, seules la Slovaquie et la Hongrie ont refusé d'y adhérer. Cette décision est un virement dans la politique du Premier ministre Fico. Il avait précédemment rencontré à plusieurs reprises son homologue ukrainien Denis Simal, à qui il avait assuré son soutien. En effet, en avril 2024, lors d'une visite à Mykolaiv, il avait signé un document condamnant l'invasion russe et confirmant que la Crimée et le Donbass font partie de l'Ukraine. Pour l'instant, la Slovaquie reste silencieuse sur les raisons de son choix. Et ce 18 mai, un grand photographe slovaque nous a quittés, Gabriel. L'immense photographe slovaque Jan Křižík est décédé soudainement le 18 mai dernier. Il était l'un des plus importants représentants de la photographie slovaque contemporaine, dont les œuvres figurent également dans la collection de la Maison européenne de la photographie à Paris. Il a consacré 28 ans de sa vie à enseigner à l'école secondaire d'art appliqué de Bratislava, puis à l'Académie des Beaux-Arts de Bratislava, où il a formé plusieurs générations de photographes. Il a vécu plusieurs années à Paris, où il se consacrait à l'œuvre documentaire qu'il a ensuite exposée à l'Institut français de Bratislava sous le titre Parisienne. Il voulait connaître le vrai Paris, il l'a traversé et a découvert des choses passionnantes, connues de peu de gens. Il avait reçu l'année dernière le prix de la personnalité de la photographie slovaque pour l'ensemble de son œuvre. L'Institut slovaque de Paris lui a rendu hommage par ces mots. Janko, tu vas beaucoup nous manquer, nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté. Tes discussions sur la musique et l'art resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Le dernier adieu aura lieu le mercredi 28 mai à 14h45 au crématorium de Bratislava. Jan Křižík
avait 80 ans. On pense à toutes et celles qui l'ont connu. Paix à son âme. On continue avec le journal des sports. Flore Marcassin, Margot Guillou. Un week-end qui promet côté sport. On commence par le sport auto, Margot. Et oui, ce week-end, vous allez être gâtés au niveau du sport automobile. Évidemment, il y a le fameux Grand Prix de Monaco à ne pas rater, la course la plus prestigieuse de Formule 1, gagnée l'année dernière par un des siens, le monégasque Charles Leclerc. Mais ce n'est pas tout. Ce week-end, vous pouvez suivre le deuxième week-end de DTM, le Dutch Dutenwagen Meisterschaft, le championnat allemand de voitures de tourisme, des voitures conformes aux spécifications GT3. Et en ce deuxième week-end de championnat, on se retrouve à l'emblématique circuit automobile de Lossistring, situé près de Klettwitz, dans le land de Brandebourg, en Allemagne. Inauguré en août 2000, ce circuit est unique en Europe grâce à son ovale de haute vitesse qui nous fait évidemment penser au circuit américain de NASCAR ou à l'IndyCar. Préparez-vous parce que ça promet de chauffer. On attend sur la grille de départ 9 écuries et 24 pilotes, dont Mirko Bortolotti, le gagnant de la saison passée, et Timo Glock, l'ancien pilote de Formule 1 de Toyota, ou encore Marussia. On file sur les cours de tennis au tournoi de Genève, Flore. Ce jeudi 22 mai, le joueur serbe Novak Djokovic fête ses 38 ans en se qualifiant en demi-finale du tournoi ATP 250 de Genève. Le champion olympique s'est offert une revanche 6-4-6-4 face à l'Italien Matteo Arnaldi, qui est classé 39e mondial. Ce dernier l'avait éliminé d'emblée fin d'avril au Master 1000 de Madrid. Il s'agit ainsi d'une très belle revanche. Tennis, toujours avec le tirage au sort du tableau féminin pour Roland Garros. En effet, le tirage au sort du tableau féminin de Roland Garros a été réalisé cette semaine par Ousmane Dembélé. Tous les yeux sont sur Iga Swiatek, la Polonaise, maintenant 5e mondiale suite à son élimination en 16e de finale à Rome, devrait affronter Emma Raducanu, sacrée de l'US Open 2021 dès le deuxième tour. Elle devrait par la suite affronter Jelena Ostapenko en 8e, Jasmine Paolini en quart et sa grande rivale Arina Sabalenka en demi. Football enfin avec la 12e journée du championnat féminin biélorusse, Margot. Et oui, aujourd'hui à 17h se sont affrontés le Dynamo Brest et le Zorka BDU et c'est un match nul qui a fini à 1-1 en cette 12e journée du championnat biélorusse de football féminin, la Vyschaïa Liga Women. Le championnat compte actuellement 11 équipes, chacune se battant dans l'espoir de décrocher le titre et ainsi de se qualifier pour la Ligue des champions féminines de l'UEFA. Pour l'instant, c'est le Dynamo Minsk qui est en tête du classement avec 31 points, 6 d'avance sur le deuxième, le Minsk FK. Et oui, le quintuple champion biélorusse ne compte pas laisser sa place aussi facilement. Et puis il y a aussi une petite nouvelle, c'est du hockey sur glace. Et oui, les Slovaques vont être contents. Ça a été annoncé aujourd'hui. Le championnat du monde de hockey sur glace prévu pour 2029 aura lieu en Slovaquie, à Bratislava et à Košice. Košice, dans l'Est. Il est 20h12, place à l'interview avec la Fédération des jeunes serbes en Europe, et ça on a le plaisir de recevoir Ana Djurovic et Jérémy Henry, respectivement vice-présidente et trésorier de la Fédération des jeunes serbes d'Europe, la FJSE. Retenez bien ce nom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue encore sur Armada. Avant de continuer, voici quelques images de la Serbie accompagnées par la musique du Zlatne Uste Balkan Brass Band Shrebin.
Eh oui, quel voyage, quelle ambiance, quel plaisir de vous recevoir tous les deux encore. Ma première question, qu'est-ce que la Fédération des jeunes serbes d'Europe, la FJSE, pourquoi et quand elle a été fondée ? Tout d'abord, merci beaucoup à Armada, merci à Jérôme de nous avoir invités ce soir. Alors la FJSE, nous avons été fondés par Nemanja Dimitrijević, un jeune étudiant de la Sorbonne qui a eu l'idée donc de lancer, initialement c'était franco-serbe uniquement. Puis nous sommes étendus à l'Europe il y a 2 ans et demi à peu près maintenant. Donc nous rassemblons les jeunes de la diaspora, mais pas que, également des Français et tous ceux qui sont intéressés par la Serbie et les relations européennes. L'année dernière, nous avons étendu l'association au reste de l'Europe. On a ouvert notre première antenne à Belgrade, puis à Banja Luka en Bosnie. Suite à ça, nous avons enchaîné sur la Suisse à Genève, Amsterdam cette année, et nous comptons ouvrir donc plusieurs autres antennes à Vienne notamment, dont vous parliez tout à l'heure, Londres, Rome. Et si jamais il y a des candidats, n'hésitez pas. Voilà. Il y en a partout, c'est génial. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est reconnu, cet asso, là, cette fédération, elle est reconnue par l'Union européenne. La transmission, elle se voit jusque dans la date de la fondation de la FJSE, c'est-à-dire le 27 janvier, date de la Saint-Sava. Pourquoi c'est important ? Alors déjà, pourquoi avoir choisi cette date de la Saint-Sava ? Et puis pourquoi c'est important de transmettre la culture serbe à nos jeunes ? Alors, Saint-Sava est le patron du coup des étudiants. Et tous les jeunes qui sont... il est très important du coup dans la culture serbe, c'est lui qui a amené l'orthodoxie au sein de la Serbie et a poussé les écoles, l'écriture, le cyrillique et autres. Donc c'est pour ça que nous avons choisi notamment cette date-là comme anniversaire de l'association. Pourquoi c'est important de parler de la culture serbe ? Je pense que... Jérémy, tu rebondiras peut-être aussi en tant que franco-français, mais la Serbie se trouve dans un carrefour européen. Elle a toujours été entre l'Orient et l'Occident. Et c'est vraiment un pays ami depuis plus de 500 ans avec la France. Beaucoup de Français ne le savent pas. Du coup, nous sommes là aussi pour faire de nombreuses conférences culturelles à ce propos. Et je pense que les rapprochements qu'il y a eu par le passé et qui ont toujours cours aujourd'hui doivent être solidifiés. Donc, d'où nos initiatives. Oui, si je peux me permettre en tant que français qui avait très peu de connaissances sur la Serbie, même globalement des Balkans. C'est vrai que la première fois que je rencontre Anna, j'avoue, c'était une sublime rencontre. Et puis lorsqu'elle m'a dit qu'elle était serbe, là, les clichés arrivent dans ma tête, la frayeur, les Kalachnikov, les clichés sur les Balkans. Et puis je suis tombé littéralement amoureux de ce pays en y allant. En apprenant beaucoup au travers d'Anna et en rencontrant des Serbes, mais aller en Serbie, aller à Belgrade et surtout aller à Kalemegdan. Vous avez là-bas, il faut comprendre que Kalemegdan, c'est un ancien fort, une fortification, un point très important pour tenir la ville et la protéger, qui a été sujet à de nombreuses invasions. Et dans ce parc, dans ce cœur de cette cité, vous avez un hommage à la France. Je pense que Anna en parlera mieux que moi, mais ça m'émeut toujours quand j'y suis et voir aussi cette chaleur humaine et cet amour pour la France que les Serbes ont et que je trouve est trop méconnu. Et donc, promouvoir la Serbie, pour moi, et en tout cas cette association, à travers cette association et sa jeunesse, c'est une grande fierté pour moi. Et je te laisse rebondir peut-être sur Kalemegdan. Oui, tout à fait, parce que je vois même la Slovaquie, par exemple, avec le brin de l'eau, le tombeau de Štefanik, c'est pareil, c'est vraiment un endroit que les Français ne connaissent pas et qu'il faut vraiment connaître parce que c'est vraiment un point fort. Moi, c'est pareil, quand je vais là-bas, je suis scié, en fait. Il y a des endroits. Et donc, comment ça s'appelle en Serbie ? C'est le fort ? Comment il s'appelle, le fort ?
Kalemegdan. Kalemegdan. Voilà, initialement donc forteresse de protection de Belgrade, ville qui a été détruite et reconstruite en tout 38 fois. Donc c'est énorme, prise par les Ottomans, par les Austro-Hongrois, beaucoup d'histoires, chargées d'histoire. Et donc au centre de la forteresse, vraiment au centre de Belgrade, il y a un monument dédié à la France où il y a écrit en français « Aimons la France comme elle nous a aimés » pour rendre hommage à la France et à l'aide qu'elle a pu procurer à la Serbie, notamment à la Première Guerre mondiale. Donc voilà, les Serbes ne l'oublient pas. Non. Donc si jamais vous passez là-bas, n'hésitez pas à dire que vous êtes français, ça leur fera plaisir. Ouais, c'est génial. C'est quoi les activités principales de la FJSE, enfin de façon générale? Alors, notre but est de créer un rapprochement entre la Serbie, la France et les autres pays de l'Europe, que ce soit culturel, diplomatique ou économique aussi. Donc nous faisons de nombreuses conférences culturelles, comme je l'ai dit auparavant, sur là typiquement demain nous avons une conférence qui s'appelle Deux nations, une mémoire de la Marne à la Drina, donc la fraternité entre la France et la Serbie. Mais comme tu disais, on est également accrédité au Parlement européen, donc on est la seule association serbe européenne du coup à être accréditée là-bas. Et nous nous efforçons de créer, de fortifier les relations diplomatiques entre la Serbie et l'Europe. Nous sommes notamment sur le dossier aussi du Kosovo actuel, le rapport qui a lieu, et tentons donc de faire entendre les voix des Serbes partout. Et côté économique, nous mettons en place bientôt du coup un business club. Ah oui. C'était l'idée de Jérémy. Oui, en l'occurrence, ce qui m'avait fasciné la première fois que je suis allé en Serbie, c'était vraiment l'idée d'une terre d'opportunités en termes d'affaires, d'investissement ou simplement d'échanges, d'import-export. Il y a tout à faire dans ce pays et il y a une méconnaissance totale du patronat français. Bon, je ne parle pas du CAC 40, bien entendu, mais plutôt des ETI, PME, TPE. Et un véritable potentiel, que ce soit en termes de coûts, mais aussi de qualification, et j'en passe. Et sur des secteurs qui pourraient vraiment intéresser effectivement la France, où au moins elle peut tirer toute sa valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de joint ventures, beaucoup de partenariats qui peuvent se faire entre les nations respectives. Alors, ça peut être entre la France et la Serbie, mais au travers de nos différentes antennes, même pour l'ensemble de l'Europe. Et donc voilà, on cherche à travers ce business club à intéresser le public français. Au travers, on va faire une conférence justement économique générale en octobre à ce propos, et on va décliner, en tout cas c'est le projet, des conférences à thème par secteur d'activité sur l'IT, donc l'informatique, notamment certainement sur l'IA, sur l'agriculture, la construction, et donc voilà, essayer d'intéresser au maximum et à développer les relations. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre pour ceux qui nous écoutent ? Je laisse la parole à Anna. Vous pouvez nous suivre déjà sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, FJSEFR, ou sur TikTok, YouTube et autres. Vous pouvez aller voir notre site internet. Donc je m'occupe aussi du pôle IT. Donc on est en recrutement. N'hésitez pas à venir. Et donc vous pourrez trouver nos adresses mail respectives et nos numéros de téléphone. Donc on est très ouvert. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà, on est joignable. Que ce soit pour venir voir, découvrir, assister à une conférence. Là, il y aura notamment aussi une pièce de théâtre qu'on essaye de mettre en avant aussi. Ou juste pour boire un verre, on fait aussi des after-work. Donc voilà. Voilà. Justement, parce qu'il y a plusieurs antennes. Jérémy, tu me disais il y a pas à l'instant, il y a plusieurs antennes dans toute l'Europe. Et ça aide. Comment elles fonctionnent ? Parce que comment elles s'unissent en fait. C'est un réseau qui s'installe et qui permet en fait de travailler avec toute l'Europe. Enfin, pour justement au niveau des sociétés. En l'occurrence, c'est vrai que la diaspora serbe est très importante et donc on a ouvert plusieurs antennes avec les jeunes.
voilà, dans les différents pays qu'on avait évoqués précédemment. Et en l'occurrence, on reprend donc le modèle actuel qu'on a d'organisation en interne avec nos différents pôles et on essaie justement d'appliquer ce qui marche déjà ici et après de pouvoir donner les bonnes pratiques, les bons projets, les bonnes façons de faire. Voilà, faut comprendre que la FGSE, c'est aussi un moyen pour les jeunes d'expérimenter, de montrer leur talent. Il y en a beaucoup qui viennent de marketing digital, de communication, d'art, de culture. Et donc voilà, on essaie en tout cas de fédérer déjà, surtout sur la base de la France, toutes ces initiatives et pouvoir les dispenser après partout sur nos antennes. Je sais pas si... Oui, parce qu'on a plusieurs antennes aussi, désolée, je me suis perdue dans mes mots tout à l'heure. Donc on est basé à Lille, à Lyon, à Marseille. Et à Strasbourg, merci beaucoup. Ouais. J'ai oublié le plus important alors que je disais que on était également au Parlement européen, donc voilà. Et c'est important. Il y a des étudiants, mais il y a aussi des actifs comme Jérémy et moi, ou entrepreneurs et autres. Donc c'est vraiment un partage commun et je pense que c'est une bonne expérience pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit. La Serbie, elle compte beaucoup de personnalités célèbres. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru sur les 50 personnalités qui ont marqué l'histoire franco-serbe. D'ailleurs, on peut le voir à l'image. Sur la couverture du livre, on y voit notamment Nikola Tesla, mais aussi la reine Natalia Obrenović avec cette phrase que j'apprécie beaucoup, que nous apprécions beaucoup. Cultivons-nous pour cultiver l'avenir. Ce livre est important pour mieux connaître la Serbie et sa relation avec la France, vous le confirmez ? Tout à fait, oui. Donc ça a été une initiative il y a 1 an à peu près des jeunes de l'association. On a beaucoup d'étudiants à la Sorbonne en lettres là-bas, donc ils se sont mis tous ensemble. On fait travailler aussi le centre culturel serbe dont vous parliez tout à l'heure justement de l'exposition, qui a une grande bibliothèque, avec de nombreux ouvrages mais aussi des archives. Et donc dans ce livre, donc là c'est la première édition, on va en refaire un deuxième avec là vous avez exclusivement des Serbes qui ont un lien avec la France et dans la prochaine édition ce sera des Français qui ont un lien avec la Serbie. Donc Nikola Tesla que tout le monde connaît entre autres aussi, mais on a un peu peut-être moins connu je dirais en France par rapport à la Serbie, mais Hélène d'Anjou qui du coup est la femme de Uroš Ier qui a beaucoup compté pour l'éducation des femmes. Tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le découvrirez dans le livre, mais son mari Uroš, c'était durant donc la Serbie médiévale. Lorsqu'elle est arrivée en Serbie, il avait préparé justement le fait, Ibar, c'est un long fleuve chez nous. Donc de planter tout le long des lilas, donc un symbole pour son amour pour Hélène. C'était un homme, déjà lui, sa mère Anna Dandolo, qui était la femme de Stéphane Ier. Il avait fait justement construire au sein d'un monastère Sopocani c'est dédié donc à sa sépulture et autres, mais au-dessus vous avez notamment une peinture où on peut la voir désolée si je m'exprime mal, j'essaye de bien expliquer, mais elle est en position de la dormition de la Vierge. Donc D'accord. C'est la première fois en fait, la seule fois d'ailleurs dans l'histoire de l'art pictural où vraiment il y a une femme qui est représentée de cette façon-là, où on voit le roi qui pleure et les princes également, donc lui. Et donc sa femme Hélène d'Anjou, elle, c'est la femme la plus représentée dans toute l'histoire picturale serbe. Elle a contribué donc à l'école des femmes pour que ce soit pour de l'écriture ou de la broderie, de la musique, et notamment des femmes pauvres
il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous pouvez le découvrir dans le bouquin. Et ben voilà, 50 personnalités franco-serbes, c'est vraiment important. Il y a une pièce aussi qui va se jouer rapidement parce qu'on doit rendre l'antenne, qui s'appelle Pas avant 4h30 ni après 5h. C'est une pièce interprétée par les étudiants de l'UFR d'études slaves à la Sorbonne le 4 juin prochain. Notez bien cette date, à 19h au campus Malesherbes, qui est au 108 boulevard Malesherbes à Paris dans le 17e. Franchement, allez au théâtre, allez découvrir cette pièce de théâtre parce que je trouve que c'est vachement bien que l'atelier de théâtre justement de l'UFR, d'études slaves à la Sorbonne, propage des auteurs qu'on ne connaît pas assez. En plus, c'est gratuit, donc en plus, c'est gratuit, voilà. Profitez, vous vivrez un moment superbe, génial. Et voilà, changez-vous les idées. Il est... Oh là là, mon Dieu. Il est 20h31 sur Armada. Merci beaucoup à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Merci à Risto Todorov et Irina Litiak d'être venus nous parler de cette pépite cinématographique. On lui souhaite une belle carrière dans les festivals futurs. Allez le voir s'il passe par chez vous, où vous soyez sur la planète. Franchement, il va faire le tour du monde. J'espère qu'il aura la même vie que Embrasse-moi, l'un des merveilleux films, parce qu'ils Risto Todorov est un maître. Voilou. Merci beaucoup Anna Durovic et Jérémy Henry. Je rappelle la Fédération des jeunes serbes d'Europe, une adresse www.fjse.fr. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, allez voir leurs événements, vous allez passer une excellente soirée. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe aussi de journalistes de Bienvenue à l'Est, Gabriel d'Antoine, Margot Guillou, Flore Marcassin. La semaine prochaine, on parlera poésie avec Sylvia Mariaska pour son recueil Blanc-Seing, paru chez Gallimard, mais aussi photographie avec la photographe Anna Shumanskaya. Et merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre page Bienvenue à l'Est. Merci à Eric Mourechan, assisté d'Alban Koutro et Elana Tcheremnir pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. À 21h, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. Merci Maya. Merci Jérôme, merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. 19h. Donc Bienvenue à l'Est sur Armada. Gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao. Merci.